Fabrice, parce que je veux bien qu'on écoute Fabrice Bertil maintenant, qui va nous parler des ours et de ce que peut nous inspirer l'étude de leur hibernation notamment. Et pour démarrer, on va juste regarder un petit film teaser sur un très beau film documentaire qui s'appelle Fort comme un ours, qui a été réalisé sur vos travaux. On regarde. L'ours, un animal qui fascine l'homme depuis la nuit des temps. Il a été chassé, rejeté, réduit en animal de foire, jusqu'à disparaître peu à peu. Pourtant, les premiers humains redoutaient sa force et vénéraient, tel un dieu, cet animal capable de se tenir debout comme un homme. Cette fascination est-elle due à la capacité d'hiberner de ce mammifère qui nous ressemble tant? L'ours en été se comporte comme tous les autres mammifères actifs, mais en hiver, il se met à fonctionner sur le mode de l'hibernation et il adopte un nouveau mode de fonctionnement biologique qui lui permet de se mettre dans une situation de protection. Durant 6 mois, l'ours va vivre un état de léthargie et tous ses organes vont adopter un mode de fonctionnement particulier. Son cœur, tout d'abord, va ralentir le rythme de ses battements. Ses reins vont cesser d'évacuer les déchets. Il va mettre en veille ses muscles et son squelette. Tout ceci lui permet de préserver l'ensemble de son organisme jusqu'au printemps, où il ressortira de sa tanière en parfaite santé. Il est là, au niveau de la coupe de bois. Sur le terrain, une équipe internationale veut percer les secrets de cette incroyable résistance et comprendre ce qui se passe dans le corps de l'ours lors de l'hibernation. La prochaine étape, c'est d'identifier ce processus et à terme, isoler les molécules responsables des mécanismes de protection. Pour cette nouvelle génération de chercheurs, résoudre ces énigmes pourrait révolutionner la médecine. C'est en recherchant dans la nature, dans des modèles qui ont trouvé des solutions, qu'on espère pouvoir les transférer et les utiliser pour l'espèce humaine. Et si l'humanité s'inspirait de l'ours pour découvrir de nouvelles thérapies? Bonjour à tous, et puis tout d'abord merci aux organisateurs pour cette gentille invitation. Parfait. Donc moi je vais essayer de vous expliquer un petit peu aujourd'hui en quoi l'ours, vous avez déjà eu un petit aperçu dans le film, et en quoi l'ours nous inspire pour aider l'homme, pour aider la santé de l'homme. Dans cette première diapositive, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler aujourd'hui ce qu'est le biomimétisme, mais vous avez eu beaucoup d'exemples aujourd'hui en vous montrant que par le biomimétisme, la bio-inspiration, on améliore les sciences physiques, les sciences chimiques, l'ingénierie. Je vais simplement utiliser cette diapositive pour vous rappeler, et c'est la phrase qui est en rouge tout en bas, que dans les sciences de la vie, sont un domaine d'application émergent, montant de plus en plus pour la bio-inspiration, bien sûr dédié à l'amélioration de la santé de l'homme. Moi, je m'intéresse beaucoup aux muscles parce qu'ils sont essentiels au maintien de la santé et du bien-être d'un organisme, tout simplement parce qu'ils représentent environ 40% de votre masse corporelle, peut-être pour moi un petit peu moins, mais globalement c'est à peu près les valeurs qu'on retrouve. Et ces muscles, ils sont essentiels bien sûr pour se mouvoir, pour produire de la chaleur ou encore pour toutes les réactions chimiques qui se produisent dans l'organisme, le métabolisme. Très brièvement, je vais vous parler ici maintenant de la fonte des muscles, ce que je vais appeler l'atrophie musculaire. Je vous la décris très brièvement sur la gauche de la diapositive, en vous disant qu'un muscle atrophié, c'est un muscle qui a diminué en taille, en force et en mobilité. Et puis à droite, je vous ai mis quelques diapositives qui représentent diverses situations où on peut très difficilement lutter contre la perte des muscles, en partant finalement en haut à gauche, et puis je vais tourner dans ce sens. Tout d'abord, l'inactivité physique, la sédentarité
sédentarité dans nos sociétés modernes, associée à une malnutrition. On se nourrit très mal. Des patients alités pendant de très longues durées dans des lits d'hôpitaux. Des situations de microgravité aussi et d'apesanteur, donc pour tous les astronautes par exemple. Il y a des situations de maladie également, où on va retrouver par exemple de la perte de muscles associée à des cancers. Et puis le vieillissement. À partir de 25 ans, on ne peut rien faire contre, on perd chaque année un faible pourcentage de nos muscles. Et donc l'atrophie musculaire, comme je vous le répète ici encore une fois, c'est très important, c'est délétère pour la santé humaine. On dit que lorsqu'on perd à peu près la moitié de nos protéines, eh bien notre survie est compromise. On ne cherche pas à le vérifier évidemment, même sans atteindre cette perte de moitié, eh bien, dès qu'on perd du muscle, on va développer des pathologies. Les pathologies, ça va être de stocker de la graisse un petit peu n'importe où dans l'organisme, ça va être de développer, bien sûr en devenant par exemple obèse aussi, et puis développer une résistance à l'insuline et des diabètes. C'est pas une vue de l'esprit l'importance de ces pathologies qui découlent de la perte de muscles, puisque depuis un certain nombre d'années maintenant, l'OMS a classé l'inactivité physique associée à une mauvaise alimentation au 4e rang des causes de mortalité au niveau mondial. Aujourd'hui, la sédentarité, l'inactivité physique tue autant que le tabac. Ça touche près de 15 à 20% des adultes, et le coût annuel en France est relativement exorbitant. Et comme je vous l'ai dit, traiter une atrophie musculaire qui s'est installée, c'est très difficile. On entend beaucoup parler de régime alimentaire particulier, de faire de l'exercice physique. Ça aide, mais ça n'aide que partiellement. Donc, pour essayer de trouver des solutions, la recherche est très active et on a à notre disposition un certain nombre de modèles qui permettent d'étudier les mécanismes qui permettent le déclenchement d'une atrophie musculaire. Et je vous ai rappelé ici brièvement ce type de modèle que j'appellerais classique, modèle d'étude classique, avec l'apesanteur, avec des astronautes qui participent avec des programmes de recherche ou des souris qui sont envoyées dans l'espace, des volontaires qui vont rester alités pendant de longues, plus ou moins longues périodes pour reproduire les effets de l'inactivité, des souris dont les muscles s'atrophient à cause d'une maladie, à cause d'une sous-utilisation des muscles par exemple, ou encore il y a des modèles de cellules cultivées in vitro dans lesquelles on va pouvoir induire une atrophie musculaire. On participe nous-mêmes à une partie des études qui sont réalisées sur ces modèles, qui apportent énormément d'informations quant aux mécanismes de l'atrophie musculaire, les mécanismes moléculaires, mais pour l'instant, on n'a pas encore de traitement complètement satisfaisant et efficace. Donc notre idée, bien sûr, c'est de s'inspirer de la nature. S'inspirer de la nature, ici, notre source d'innovation, comme vous le voyez ici, ce sont les mammifères hibernants. Très brièvement, je vous rappelle ici sur cette diapositive ce que c'est que l'hibernation, qui est une stratégie que certains animaux adoptent pour réussir à survivre à des conditions hivernales très rigoureuses et conserver leur énergie. Et c'est essentiellement caractérisé par une inactivité physique, dans certains cas totale, une réduction de la prise alimentaire, encore une fois, qui peut aller jusqu'à un jeûne total pour certains de ces animaux, une situation proche du sommeil, ce n'est pas vraiment un sommeil, mais c'est proche du sommeil, un ralentissement du métabolisme et un abaissement de la température corporelle. Dans ce contexte-là, nous, on s'intéresse beaucoup à l'ours brun, notamment lors de son hibernation, puisque au cours de son hibernation, eh bien, comme je vous l'ai dit, l'ours reste inactif. Donc ça, c'est un des hibernants qui reste inactif sans se réveiller, comme certains petits écureuils arctiques tous les 7 ou 8 jours. Lui ne se réveille pas, il ne mange pas, alors qu'un certain nombre d'hibernants, encore une fois, vont se réveiller pour manger à intervalles réguliers. Il ne boit pas, il n'urine pas, il ne défèque pas, il ne se réveille pas. Alors là, vous allez me dire, bien sûr, j'ai déjà commencé à justifier un peu mon ours, mais ça serait quand même plus simple d'étudier un hamster en laboratoire, par exemple. Je vais rajouter quelques justifications de l'intérêt que les ours peuvent avoir. Tout d'abord, on cherche à s'en inspirer pour aider la santé de l'homme. Et la masse de cet animal et sa physiologie sont très proches de celle de l'homme, beaucoup plus proches que celle des petits mammifères hibernants. Quand je vous dis perte très limitée de muscles lors de l'hibernation, malgré ces conditions que je vous ai déjà évoquées avant, qui provoquent une atrophie des muscles, eh bien, si on regarde un petit peu toutes les publications depuis 20 ou 30 ans sur le sujet, on se rend compte que les ours sont parmi les plus efficaces dans leur maintien
de leurs muscles lors de l'hibernation. Et puis enfin, ils ont une particularité extrêmement importante, c'est que contrairement à tous les petits mammifères qui vont hiberner avec une température corporelle sensiblement égale sensiblement supérieure ou égale à celle de leur environnement, des animaux qui hibernent à 2 degrés en température corporelle, et bien les ours, eux, vont hiberner à 32-34 degrés en température corporelle, et donc réussir à préserver leurs muscles à cette température-là, ce sont aussi des bonnes conditions pour pouvoir un jour développer quelque chose pour l'homme. Je vous mentionne ici, je vous montre ici ce qui a été mesuré en termes de perte musculaire chez les ours hibernants. À gauche, vous avez le contenu des muscles en protéines. Les muscles sont constitués en majeure partie de protéines. La barre de droite, eh bien, c'est les animaux actifs. La barre du milieu, ce sont les animaux après 1 mois d'hibernation. Vous voyez déjà une perte de 15 à 20% maximum d'après la littérature de muscles. Et ce qui est remarquable, c'est que la barre qui est tout à droite, vous voyez que cette perte est restée stable sur les 3 ou 4 mois qui ont suivi. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Chez un homme inactif, ce qu'on sait, c'est que le contenu en protéines des muscles va diminuer d'une vingtaine de pourcents aussi sur 3 mois, mais ensuite il continue à s'aggraver graduellement. Et puis c'est la même chose pour la force musculaire, le graphique de droite, avec ici vous voyez une perte de 20% en 4 mois, alors que chez l'homme on sait que la force musculaire chez un homme inactif va diminuer de plus de moitié sur 3 mois d'inactivité. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à comprendre comment les ours réussissent à épargner leurs muscles dans une situation où nous, on ne sait pas faire, on n'y arrive pas. Et on s'intéresse aux mécanismes moléculaires avec une approche pluridisciplinaire. On va chercher nos ours en hiver et en été. Donc vous voyez qu'en hiver, il faut les anesthésier directement dans leur tanière. En été, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le petit film qu'on a vu précédemment. Ils sont anesthésiés à partir d'un hélicoptère. Et on trouve ces ours, en fait, en Suède, à peu près 400 km au nord de Stockholm. Des ours qui sont équipés de colliers. On a beaucoup de chance de travailler avec le Scandinavian Brown Bear Project, qui est un consortium qui suit les populations d'ours scandinaves depuis les années 80. Grâce à la collaboration avec ce consortium, on arrive à capturer 5 à 8 animaux par an, en été et en hiver, chez lesquels on peut prélever une petite biopsie de muscles et un petit peu de sang. Je passe directement au résultat, vous me direz après si j'ai été trop vite. Ce qu'on a trouvé en étudiant et en comparant l'état hibernant par rapport à l'état actif chez cet animal, c'est que tout d'abord, il n'y a pas un mécanisme qui semble expliquer tout, mais c'est multifactoriel. Donc j'ai essayé de vous remettre un petit peu les différents facteurs qu'on a pu identifier et qui aident au maintien du muscle des ours hibernants. Tout d'abord, je vous ai écrit balance protéique, inhibition des systèmes de dégradation des protéines. Il faut imaginer que le muscle est composé en plus grande proportion de protéines, et le contenu en protéines d'un muscle, on peut voir ça très simplement entre la balance entre la synthèse, la fabrication des protéines et la dégradation des protéines. Deux systèmes qui sont continuellement allumés. Eh bien, chez les hommes inactifs, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un arrêt des synthèses, mais par contre, on continue à dégrader du muscle. Donc si on arrête de fabriquer et qu'on dégrade, on comprend qu'on perd du muscle. Chez l'ours, les synthèses diminuent, mais les dégradations des protéines diminuent aussi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on ne sait pas inhiber la dégradation des protéines chez l'homme. Donc là, il faut qu'on creuse encore un petit peu. On a quelques pistes sur les molécules qui sont en jeu, régulant cette synthèse et cette dégradation, mais on manque encore de résultats ici. Ensuite, je vous ai écrit métabolisme, rôle possible des acides gras oméga 3. Effectivement, on a constaté que ces animaux qui hibernent pendant des mois et des mois, malgré tout, ils ont l'air toujours de consommer du sucre, ce qui était complètement inattendu. Ce qui n'est pas forcément vrai chez les petits hibernants, ce qui n'est pas vrai à l'échelle de l'organisme entier, mais au niveau de leurs muscles, ils continuent à stocker du sucre, du glucose sous forme de glycogène. Donc là, on s'est posé la question, comment est-ce que c'est possible ? Et en fouillant un petit peu, on a trouvé que certains acides gras oméga 3 sont capables de provoquer cet effet. On a mesuré ces acides gras oméga 3, et effectivement, ils sont beaucoup plus abondants lors de l'hibernation. Et puis jackpot, ces acides gras oméga 3, il a été montré qu'ils sont capables d'aider à la préservation d'un muscle dans certaines situations. Donc ce qu'on pense, c'est que les mécanismes restent à déterminer, mais il y a des acides gras oméga 3 très particuliers qu'on a identifiés, mais qui probablement participent à la préservation des muscles lors de l'hibernation.
Les hormones sont très difficiles à étudier parce qu'on n'a pas forcément les séquences d'ADN connues pour l'ours. Donc on peut en étudier une certaine partie, mais pas toutes. Je vous ai remis métabolisme, limitation du stress oxydant. Qu'est-ce que le stress oxydant? Eh ben, l'oxygène qu'on respire en fait, va servir à produire de l'énergie au sein de nos cellules. Et ce faisant, il va y avoir production de molécules dérivées de l'oxygène et qui sont instables. Instables, ça veut dire qu'elles vont aller dégrader un petit peu tout ce qui est autour d'elles, dont les protéines. Donc une de nos hypothèses, c'était que ce stress oxydant était mieux géré chez l'ours hibernant, ce qu'on a pu vérifier. Enfin, je vous écris ici expression contrôlée des gènes de la myogénèse. La myogénèse, c'est la fabrication de muscles, la fabrication de protéines, le développement musculaire, avec ici le rôle des micro-ARN. Vous savez que les protéines qui jouent un rôle de structure, mais aussi un rôle fonctionnel, c'est elles qui sont les ouvrières de toutes les réactions chimiques qui se passent dans nos cellules. Elles sont produites à partir de recettes de cuisine qui sont inscrites dans notre ADN. Mais on ne passe pas directement d'une ADN à la protéine, on passe de l'ADN à une molécule qu'on appelle ARN, puis ensuite à une protéine. Et bien pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, de l'ARN à la protéine, cette étape est contrôlée par ces fameux micro-ARN, et donc on a découvert que ceux qui favorisent la synthèse de muscles sont activés lors de l'hibernation. Et puis dernière hypothèse qu'on a voulu tester, et qui s'est révélée fructueuse, c'était la possible existence dans le sang des ours hibernants de molécules capables de piloter un petit peu cette préservation du muscle lors de l'hibernation. Et là, ce qu'on a observé, en fait, on a pris du sang, en fait, le sang débarrassé de ces cellules, le sérum des ours actifs, le sérum des ours hibernants, et puis on a mis ça pour tester l'hypothèse sur des cellules musculaires humaines cultivées dans des boîtes de pétri. Et ce qu'on a observé, c'est que les cellules qui avaient été incubées avec du sérum d'ours hibernant devenaient plus grosses. Donc on stimulait la croissance des cellules qui poussaient en présence de sérum d'ours d'hiver. Et ce qu'on a découvert, c'est que le sérum d'ours d'hiver, justement, inhibait la dégradation des protéines dans le muscle humain, donc exactement ce que je vous ai dit sur l'observation dans le muscle de l'ours. Donc, il y a ici quelque chose qui est très prometteur à identifier dans le sang des ours hibernants. Et finalement, quelles sont les retombées attendues de nos travaux? Bien, comme je vous l'ai dit, on veut s'inspirer de ce qu'on va trouver chez l'ours pour définir des nouvelles cibles contre l'atrophie musculaire humaine ou pour induire chez l'homme ou dans certains de ses organes un état physiologique proche de l'hibernation. Ça va aider à prévenir, traiter finalement l'atrophie musculaire qu'on observe dans toutes les situations que je vous ai décrites au début et qui sont très prévalentes aujourd'hui. Ça va aider aussi, peut-être, on espère, et c'est pour ça qu'on travaille aussi en étroite collaboration avec le CNES sur ces thèmes, à faire voyager les astronautes plus loin et en meilleure santé. Et puis, autre application, si on peut conserver un organe à transplanter pendant beaucoup plus longtemps à une température de 33-34 degrés comme celle de l'ours, et peut-être qu'au lieu de pouvoir les conserver pendant quelques heures aujourd'hui, on pourra les conserver juste pendant 2-3 jours, et ça suffira à ne plus gaspiller les organes à transplanter et à arroser la planète. Et donc il y a des groupes de travaux sur tous ces thèmes-là. Je vous rappelle ici l'affiche du film que vous avez vu précédemment et qui est diffusé en ce moment sur Science et Vie TV. Bien sûr, je ne suis pas tout seul sur ces thèmes, donc là il y a tous les instituts et tous les collaborateurs qui travaillent, et puis nos soutiens financiers, et je vous remercie de votre attention. Merci. C'est bluffant. Ce sont des choses qu'on sait plus ou moins, mais c'est toujours bluffant de les voir en vrai et d'avoir ces histoires de recherche et de voir tous les domaines d'application et tout le bien que ça peut faire aux humains, à la santé. Je ne voudrais pas vous priver d'une ou deux questions. Je suis désolé, Gilles, on a quelques minutes de retard. Donc, s'il y a une question pour Fabrice et une question pour Johan, c'est le moment. Oui, non, oui, allez-y. Alors, bonjour. Merci déjà à chacun d'entre vous pour vos présentations et vos travaux. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur Fournil. C'est une question qui est un peu subversive puisque la solution qui est apportée est une solution un peu anthropocentrique. Je voulais savoir si vous avez établi des études pour démontrer éventuellement sur le moyen ou sur le long terme des problématiques qui pourraient être en lien justement avec des diminutions de la biodiversité par rapport à la solution que vous proposez. Alors, merci de me donner l'opportunité de répondre.
Alors, comme je l'ai démontré, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une vieille science. Donc les premières applications datent de la fin des années 60, début des années 70. C'est une science qui, dans dans certains contextes, est déjà très répandue. Il y a environ 50% des vergers de pommes en France ou en Allemagne qui utilisent ça. Il y a énormément de travail sur le développement éventuel de résistance de la part des insectes aux phéromones. Aujourd'hui, il n'y a aucune résistance, il n'y a aucune modification et aucune nuisance pour l'insecte, même l'insecte visé. Ensuite, par rapport à la biodiversité, la réponse est assez aisée. Non. Les phéromones sont spécifiques. Elles sont spécifiques, elles permettent à un lépidoptère particulier de s'accoupler avec les lépidoptères de sa même espèce. Donc comme on travaille uniquement sur ces phéromones-là, il n'y a aucune incidence, une fois de plus je le répète, sur un lépidoptère voisin ou cousin. Les molécules sont différentes. Après, il y a des ratios de pureté qui peuvent exister. Il y a différents isomères de la même molécule qui vont avoir un effet sur un insecte ou sur un autre. Et à chaque fois que vous travaillez avec beaucoup de précision sur cette phéromone-là, elle ne vise que le nuisible ciblé et n'a aucun impact sur les autres. Merci beaucoup pour cette précision évidemment importante. Est-ce que vous avez une question pour Fabrice Bertil? Ce que Fabrice n'a pas dit, c'est qu'il adore étudier les comportements des animaux qui sont atteints de ce qui serait chez nous des pathologies, mais qui vivent très bien avec. Vous m'avez expliqué que bon nombre d'oiseaux étaient diabétiques. Vous aimez bien étudier les oiseaux, les cas de figure où nous on vit mal avec des choses avec lesquelles ils vivent plutôt bien. Alors effectivement, l'ours, c'est un de mes grands sujets, mais il y a beaucoup d'animaux qui peuvent nous aider dans toutes ces pathologies modernes, comme le diabète par exemple. Et effectivement, les oiseaux sont très intéressants parce que les oiseaux vivent avec une glycémie très élevée, une concentration de glucose dans le sang très élevée. Ils ont des concentrations de glucose de diabétiques et pourtant ils ne développent aucune pathologie. Donc on aimerait s'intéresser à comprendre quel mécanisme pourrait les protéger des effets néfastes de cette concentration de glucose. Voilà. Il reste temps à découvrir. Merci beaucoup pour vos témoignages et ces partages d'informations. Merci beaucoup.